Bonjour à tous, bienvenue à ce corrigé de l'épreuve d'analyse de texte comparé Tremplin 2 pour l'année 2016. Alors, si on regarde un petit peu nos documents, rapidement, on voit grosso modo que la thématique c'est l'ubérisation. Je pense qu'on est assez facilement d'accord là-dessus. Donc, avantages et inconvénients de l'ubérisation. Bon. Alors, si on prend le document 1, le document 1 n'est pas un document si facile, et surtout que c'est issu d'un roman, un roman pas si facile d'accès. En gros, pour vous synthétiser la chose, on est dans une uchronie dystopique, c'est-à-dire qu'en gros, une uchronie, c'est comment se serait passée l'histoire si telle chose avait changé, et la dystopie, c'est le contraire de l'utopie. Donc ça veut dire une uchronie dystopique, c'est une histoire qui se passe différemment de celle qui aurait dû se passer, parce que des événements ont changé dans le passé, et la dystopie, en général, c'est pas un avenir radieux. Donc là, on voit en fait une uchronie dystopique qui ridiculise une civilisation future qui bannirait et sacrifierait l'innovation et les progrès techniques et technologiques pour préserver l'emploi et l'égalité, pour prévenir la surpopulation. Voilà. Donc tout est dit ici. On voit qu'un certain nombre d'innovations sont interdites par la loi, qu'il y a des comités qui vérifient ça, tout ça, pour que tout le monde puisse garder son emploi. Donc il y a un côté assez ridicule, assez humoristique. Et on le voit très bien dans le petit bandeau. Roy Lewis imagine dans cette uchronie qu'en 1948, une révolution socialiste a imposé un monde civilisé, paradis égalitaire, où les citoyens vivent désormais à l'abri des dangers d'une industrialisation débridée et de progrès corrupteurs. En 1936, Georges Apgar devient roi socialiste. Dans cet extrait, il s'est rendu à l'Impacto, l'International Patent Convention, qui distille les découvertes scientifiques au compte-gouttes parmi les populations par crainte du chômage et de la surpopulation, et a rencontré des scientifiques. Voilà. Tout est dit à ce moment-là, et puis là, vous avez un certain nombre de rencontres. Bon. Le texte 2 parle de la mythologie française de l'ubérisation et du changement qui va avoir lieu en ce qui concerne l'ubérisation dans le modèle social français. L'ubérisation, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une façon, via les technologies et via les algorithmes, de mettre dans une relation plus efficace, plus pratique et plus rapide, l'offre et la demande. Donc en gros, on a un meilleur service pour moins cher. Le problème, c'est que ça se fait au prix d'une casse sociale évidente et d'une précarisation du marché du travail. On passe vraiment d'un modèle social classique, du salariat classique, à l'auto-entrepreneuriat généralisé. Tout le monde va devenir le producteur et le client de quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas pour tout de suite définitivement, mais ça commence à avoir de plus en plus lieu. Ce qui fait que tout le monde a peur de se faire ubériser, parce que si vous faites ubériser, ça veut dire que votre emploi ne sert plus à rien. Maurice Lévy, l'ancien PDG de Publicis, avait dit être ubérisé, c'est simple, c'est se réveiller un matin et se rendre compte que son métier n'existe plus. Et effectivement, on voit depuis une vingtaine d'années les gens qui ont peur de se faire napsteriser, youtubiser, netflixiser, amazoniser, wikipédier, par le biais des nouvelles technologies. On a certes, grâce à ce nouveau modèle économique d'Uber, en gros, pour faire simple, Uber, qu'est-ce que c'est? C'est une relation directe entre des clients et des chauffeurs qui veulent des clients. Pas de temps d'attente ou presque, pas de surcharge kilométrique, pas de frais de coffre, le prix est indiqué à l'avance et les chauffeurs sont censés être plus aimables et plus serviables. Bon. Uber promet à ses chauffeurs un certain niveau de volume, en échange, ils prennent 25% du prix de la course. C'est le modèle économique.
Le problème, évidemment, c'est que ce type d'entreprise crée énormément d'emplois peu qualifiés, ceux des chauffeurs, un très petit nombre d'emplois qualifiés, les cadres, les commerciaux, les programmateurs informatiques, les responsables de développement, les responsables de la stratégie, quelques milliers d'emplois, mais des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois peu qualifiés. C'est ça le gros problème. Et de l'autre côté, on a une destruction massive d'emplois non qualifiés. Donc on a une création moyenne d'emplois peu qualifiés, une très petite création d'emplois très qualifiés, et destruction massive d'emplois peu qualifiés. Donc est-ce que notre avenir, dans un tel modèle social, dans un modèle social tel que celui-là, c'est de devenir tous des intermittents du travail? C'est-à-dire qu'on répondra à la course, on répondra à la demande, mais on n'aura aucune stabilité liée au salariat et un CDI. Tout de suite, on voit la problématique se dessiner. Est-ce que l'ubérisation, c'est une opportunité de croissance folle? Au contraire, est-ce que c'est la destruction d'un modèle social? Selon Nicolas Bouzou, document 3, il n'y a pas de stagnation séculière. Ceux qui pensent que l'économie est destinée, là, dans les décennies et les siècles à venir, à stagner à peu près au même niveau, se trompent complètement. C'est d'ailleurs une très vieille stratégie, une très vieille idée, une très vieille théorie, qu'on allait finir par ne plus avoir de croissance. Or, le progrès technologique jusque-là nous a toujours sortis de ce genre de difficultés. On suit la stratégie de Schopenhauer, hein. Destruction créatrice, on n'arrête pas l'innovation, on n'arrête pas le progrès. L'idée, évidemment, c'est que l'argent généré par Airbnb, l'argent généré par Uber, n'est jamais perdu. Il est forcément réinjecté dans l'économie, encore qu'une certaine partie parte dans les paradis fiscaux, mais en tout cas, il est utilisé pour investir et il génère des emplois indépendants. Article 4. L'ubérisation déchire-t-elle l'économie? On va vers un robotariat qui abolira ce qui reste du prolétariat. On n'est plus vraiment dans la destruction créatrice, on est dans la disruption créatrice. La disruption créatrice, c'est-à-dire qu'on change de paradigme, on change de modèle social. On passe du salariat classique à l'auto-entrepreneuriat généralisé et à la relation one-on-one qu'il va y avoir entre les différents individus qui vont tous être les producteurs et les clients de quelqu'un d'autre. Et cette prodigieuse accélération des choses numériques est en même temps extrêmement déstabilisatrice. On retrouve cette même idée de la destruction d'un grand nombre d'emplois peu qualifiés et de la création de peu d'emplois qualifiés. C'est la révolution de l'intelligence artificielle. Selon les prédictions les plus dramatiques, chez Roland Berger par exemple, 3 millions d'emplois pourraient être détruits d'ici à 2025. Pire encore, le robotariat pourrait remplacer ce qui reste du prolétariat numérique, c'est-à-dire toutes les tâches les plus simples, les livraisons de colis, le fait d'être chauffeur, conducteur autonome, conducteur de poids lourd, caissier. Tout ça pourrait être remplacé par des robots. On ne sait pas encore où on y sera, mais en tout cas, ça peut arriver. Pour Jacques Attali, dans le document 5, l'ubérisation, c'est une anecdote dans la robotisation. Le vrai futur qui nous attend, c'est que la totalité, ou presque, des tâches qui sont actuellement réalisées par des humains, soient demain réalisées par des machines. Seuls subsisteront les emplois les plus qualifiés qui ne pourront pas être remplacés par des machines. Les voitures autonomes, par exemple, vont rendre les chauffeurs obsolètes. Alors, le problème de l'ubérisation, c'est que ça crée une forme d'emploi, ça libère du temps, ça libère du pouvoir d'achat, évidemment, pour les personnes qui sont les consommateurs, les utilisateurs, mais quid des salariés, qui, eux, doivent souvent se contenter de très petits salaires. L'idée d'Attali, c'est de dire qu'on va tous devenir des employeurs de nous-mêmes. Le statut d'intermittent du spectacle va devenir la norme.
La propriété des données numériques et personnelles, dans ce cadre-là, va devenir un enjeu majeur. Et pour le moment, ce n'est absolument pas régulier. Texte 6. Uber, Airbnb, qui arrêtera les nouveaux barbares? Là, on fait face à un texte très critique de deux chercheurs, deux économistes, Antonio Casilli et Benjamin Correa. L'idée d'Antonio Casilli, c'est de dire que l'ubérisme, c'est un thatcherisme 2.0. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir des réformes ultralibérales qui vont laisser des millions de gens sur le côté pour le privilège de quelques-uns qui vont pouvoir engranger un maximum de valeur ajoutée. L'ubérisation des années 2000, c'est l'ultralibéralisme des années 80, sans les slogans libéraux. Plus de protection des salariés, tout du moins plus assez, livré au bon vouloir du patronat, qui fera en sorte que ces salariés seront corvéables à merci. Pour Benjamin Correa, qui fait partie des économistes atterrés, il est fondamental qu'on redécouvre le principe des communs. Je le cite, « Des systèmes tels qu'Uberpop, qui depuis ont été interdits par la loi, détournent les principes de l'économie collaborative. Il s'agit d'une prédation pure et simple, puisqu'ils récupèrent des aspirations citoyennes. À l'origine, les utilisateurs de ces systèmes ne cherchaient qu'à se rendre des services mutuels via des plateformes peer-to-peer, sauf qu'évidemment, Uber en a fait une activité rentable. On passe du service, enfin de la logique du service entre amis ou entre citoyens, à la logique de la maximisation du profit à partir d'un détournement d'une telle situation. On a donc, selon Benjamin Correa, un détournement de l'économie collaborative et une véritable nétarchie. C'est-à-dire que le web est dominé par des grandes entreprises hiérarchiques qui n'ont rien à envier aux entreprises classiques du CAC 40. Il faut redécouvrir, donc, selon lui, l'importance de ce que sont les biens communs auxquels nous devrions tous avoir droit. L'eau, l'air, mais aussi le Wi-Fi, mais aussi un certain nombre de technologies, les rivières, les pâturages. Il n'est pas normal que les avantages gigantesques qu'offrent les nouvelles technologies ne soient captés que par un très petit nombre d'entreprises qui en tirent des profits juteux. Le texte 7 nous parle des opportunités économiques et des opportunités de carrière. C'est un texte nettement plus positif qui récapitule en fait les tendances propres à la disruption créatrice de l'ubérisation, sauf que là, on parle financement, on parle création d'emplois, même s'il y a des destructions d'emplois. On voit que les entreprises françaises de la French Tech réussissent à lever des centaines de millions d'euros, que les entreprises américaines réussissent à lever des milliards d'euros pour pouvoir offrir les services de demain qui aujourd'hui ne sont pas encore accessibles. La fin annoncée du salariat, peut-être allons-nous vers une freelancialisation, et une précarisation globale du marché du travail. On ne sait pas encore. L'économie numérique va continuer de progresser dans une grande injustice, en accroissant les inégalités et en détruisant massivement des emplois, tout en ne mettant pas en place des institutions de protection sociale qui vont permettre de faire entrer toute cette économie dans un cadre vertueux de croissance, d'activité et de création de richesse. Le texte numéro 8 va à contre-courant, puisqu'il nous dit, attention, est-ce qu'on va ubériser la France ou est-ce qu'on va air-franciser Uber? On voit là les chauffeurs Uber qui se sont rebellés, pour une partie, contre l'entreprise qui a augmenté ses marges et qui a fait baisser le prix des courses. Le prix des courses a été baissé de 20%. On a vu même une sorte d'union sacrée entre les chauffeurs Uber et les taxis, qui disait que l'esclavagisme était trop grand. Le salarié et le consommateur sont en quelque sorte les mêmes.
Si on appauvrit trop le salarié, on va appauvrir par ricochet le consommateur. Parce que le salarié est un consommateur et le consommateur est un salarié. D'autant plus que Uber doit bien faire attention, parce qu'il n'est absolument pas impossible que Uber se fasse peut-être ubériser par d'autres marques plus jeunes et plus dynamiques. Et enfin, le texte 9, l'industrie du taxi à la frontière de l'innovation. Il y a un impératif de réussite de la transition numérique. Sinon, non seulement on disparaîtra économiquement, mais en plus, on perdra notre système social. Et on deviendra une colonie numérique des États-Unis. Le pari, il est là, si vous voulez, on n'a pas vraiment le choix. Il faut à tout prix réussir la transition démocratique, même numérique, pardon, tout prix réussir la transition démocratique, même si on y perd un peu en système social, sinon nous deviendrons des colonies numériques, des GAFAM. La France, pour le moment, reste à la frontière de l'innovation. Le rattrapage est facile dans l'économie traditionnelle, il est quasiment impossible dans le numérique. Les GAFAM, pour le moment, sont irrattrapables dans leur domaine. Mais il y a encore des possibilités dans la santé, le textile, l'énergie, le bâtiment, l'agriculture et l'assurance. En France, on a trop de PME et pas assez de global. On pense trop petit. Il faut des leaders globaux qui n'existent pas en Europe. Il n'y a pas de Google européen. Il n'y a pas d'Amazon européen. Il n'y a pas de Facebook européen. Il n'y a pas de Microsoft européen. À ce niveau-là, on est tous très en retard. Donc c'est sur ce petit cri d'alarme que se termine ce dossier. Le corrigé suit dans les secondes qui viennent. Je vous remercie beaucoup.